Bonjour à tous nos amis de rtl.fr, la télé de votre région. Aujourd'hui, dans la Drôme des Collines, Franck Cheval. Bonjour Franck. Bonjour Michel. Le mot de cheval, déjà, lorsqu'on est en Drôme des Collines, ça fait bizarre parce que on a connu toute l'histoire d'un certain facteur qui allait ramasser des pierres. Toi, tu as plutôt tendance à collectionner les vieux bois, je sais. Comment es-tu arrivé dans cette région ? J'y suis né, déjà c'est un bon départ. Non, en fait, moi je suis de Moras-en-Valoir, donc juste à côté d'Autrive. Mes parents après ont trouvé du travail, moi j'étais interne au lycée de Romans. J'ai un peu voyagé. Au début j'ai fait de la musique dans mon adolescence, comme beaucoup. Je suis parti au Canada quelque temps et quand je suis revenu, j'ai travaillé le bois. Voilà. J'ai rencontré des luthiers là-bas, mais sans avoir l'idée vraiment de faire la même chose. Et puis cette initiation du bois est partie un peu dans le meuble et finalement l'influence de la guitare était plus forte. Moi, je me rappelle avoir vu les débuts de l'atelier, donc je le disais, rue Bonjour. Et puis après, cet atelier, il a grossi. Aujourd'hui, dans cet atelier, tu réalises à peu près une vingtaine de guitares par an. Oui, bon, je ne suis pas tout seul puisqu'il y a Lucie qui travaille avec moi depuis longtemps, et ma petite main. Et on est arrivé ici en 89. Et puis ça nous a permis, oui, de s'étaler, on va dire. Mieux qu'en ville, parce que le mètre carré est quand même plus abordable dans les campagnes. Et ce qui fait que maintenant, oui, c'est assez régulier. Depuis très longtemps, on fait à peu près 20 guitares par an. Depuis 40 ans que cet atelier a démarré sur la région romanaise et sur ce secteur de la Drôme, on est à 800 guitares à peu près de réaliser, si je calcule bien. Oui, c'est ça. Là, on travaille toujours sur plusieurs guitares, parce qu'il y a des temps de sèche quand même. Donc on est forcé, pour ainsi dire, d'en faire. Là, l'idéal, c'est d'en faire 4 à la fois. Et là, j'en suis à 790, donc la 800e est très proche. On pourrait fêter ça, de toute façon. Bon, moi, je suis toujours surpris par tous ces artisans qui, un jour, décident de vivre de leur art. Mais comment ça nous prend dans la tête d'oser fabriquer une guitare ? C'est pas de l'inconscience, mais il y a l'énergie de la jeunesse, je pense, qui est quand même bien utile. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir des parents très libertaires, enfin très comment dirais-je, confiants. Voilà. Je ne sais pas si on a toujours conscience, quand on fait ton métier, du rêve que tu apportes aux mélomanes, parce que la musique avant tout ça s'écoute, mais aux musiciens et plus particulièrement aux guitaristes qui rêvent d'avoir souvent un instrument fait pour eux, avec un luthier de confiance, avec qui ils peuvent parler. Alors est-ce que ça se passe comme ça ? Une guitare artisanale on pourrait dire faite à la main, c'est symbolique parce que j'ai quand même des machines-outils, mais disons qu'on travaille, on façonne à la main avec des outils très simples, quoi. Je taille les manches sur place, il y a plein de choses qui sont faites différemment de l'industrie. Et cette personnalisation poussée libre, quoi, finalement, puisque c'est la main, c'est le geste qui fait la guitare, on peut s'approcher très près de quelque chose qui peut être virtuel pour un musicien. C'est très compliqué de parler d'un son. Puisque le son, il peut être chaud, dynamique, rond, enfin, il y a toute une terminaison, mais enfin, un vocabulaire, mais quand même, il faut quand même arriver à préciser les choses, en comparant également des guitares existantes. Et on arrive comme ça à s'approcher d'une sonorité et puis d'un confort, d'une présentation, parce qu'on fait aussi beaucoup de décors, enfin de pièces uniques, entre guillemets, quoi. Tu es quand même très spécialisé dans ce qu'on appelle la guitare folk, la guitare corde d'acier. Tu ne fais ou très peu de guitare classique, très peu d'électrique, ou alors des électriques à caisse, je pense. Voilà, c'est ça. Alors, au début, j'ai fait un peu de tout quand même, puisqu'on était bien content d'avoir des demandes, donc on s'adaptait à ce que les gens nous voulaient, nous proposer. Mais maintenant, après, ça s'est élagué, tout ça. Finalement, avec les années, on finit par être contacté par ce qu'on sait faire aussi. Alors, je fais surtout des folk, mais je fais aussi des folk nylon, et puis de la jazz. Voilà, de la hardtop qui peut être électrique, mais tout ça, c'est un monde de guitare acoustique quand même. Tu parlais tout à l'heure de la personnalisation des instruments. On va faire une guitare, c'est la 800e justement, qui est réservée depuis 2 ans, 3 ans, sur le thème du Petit Prince, oui, effectivement. J'avais fait il y a quelques années une guitare sur Charlie Chaplin. Ça avait provoqué des petites choses comme ça, des idées aux gens. Donc là, j'en ai une en chantier sur Lorraine Bacall, Humphrey Bogart. Après, j'avais fait une guitare en 89 sur un guitariste décédé, mais qui était très connu dans le milieu, qui s'appelait Marcel Dady. Et qui m'a fait une sorte pas de sésame, mais enfin ça m'a boosté, on pourrait dire, dans
Dans la profession, c'était très spectaculaire cette guitare. Oui. Même pour une technique où j'étais encore dans des années scolaires, j'étais pas encore, je maîtrisais pas tout. Toujours pas aujourd'hui, mais ça va mieux quand même. Oui, bah, on ne s'inquiète pas trop de ce côté-là, à voir les réalisations que tu fais depuis de nombreuses années. Lors de ces rencontres avec tous ces artistes de renom, est-ce que ça a pu apporter quelque chose en dehors de la notoriété ? Évidemment, mon artiste numéro 1, c'est Francis Cabrel, parce que je lui ai fait de nombreuses guitares. Et on a commencé en 89, à l'époque où il tournait avec Sarbacane. Ça m'a permis de voir, pas l'envers du décor, mais de connaître le métier sur toutes ses facettes, en fait. C'est-à-dire de suivre ces musiciens dans des concerts. On voit comment se fait une balance, comment fait une prise de son, comment fait un travail de studio pour préparer un album. Et donc c'est très nourrissant, quoi. C'est comme quand je vais chercher mes bois dans le Jura. Je discute avec des bûcherons, des forestiers. Ils t'expliquent qu'en telle année il a fait sec, il a plu, il a eu... En regardant l'arbre, donc on apprend plein de choses sur le terroir de l'arbre qui va donner sa spécificité. Et pour la musique, c'est pareil. Ça te donne une culture en fait sur comment on capte une guitare, les bons micros, enfin. Donc ça, c'est un privilège. Bien sûr. Formidable. Et là, tu as abordé la question du bois. Alors, je sais que pour toi, l'origine de ces bois est très importante. Il y a les bois nobles que tout le monde connaît, que l'on cite, tout comme le palissandre et bien d'autres. Mais comment fais-tu pour les réserver, pour les stocker ? Je pense que tes stocks de bois sont importants. Il en restera, quoi, après moi. Oui, on en a suffisamment aujourd'hui, ouais, pour... C'est le moteur en fait de l'atelier, c'est un peu comme un restaurant qui monte sa cave, il faut se constituer ce stock. En fait, ça a toujours été une quête de chercher des beaux bois. Alors maintenant, j'ai quand même resserré l'échantillonnage, je pourrais dire, parce que je travaille plus qu'un seul palissandre, alors qu'il y a des dizaines et des dizaines de palissandres différents et qui peuvent correspondre à une belle qualité acoustique. Mais on travaille plus que l'érable, l'acajou et le palissandre pour les bois de caisse, l'érable pour l'acajou pour les manches et l'épicéa du Jura. C'est un formidable terroir. Il y a 3 forêts et mon terroir préféré, c'est le Rizou, qui est une forêt commune avec la Suisse et qui donne une sorte de côté très soyeux au bois et qui me correspond, en tout cas qui correspond à ce que j'aime dans les guitares. Il donne une douceur à la note. Et donc je vais chercher les arbres, je les coupe moi-même en scierie et je les fais sécher une bonne dizaine d'années. C'est une recette de cuisine assez longue. Nos amis peuvent s'apercevoir un peu du rapprochement avec la culture, avec le terroir. Je disais tout à l'heure que Franck était amateur de vin, mais ça revient exactement à la même chose, quoi. On travaille ce bois de la même manière que nos vignerons travaillent les vignes. Oui, mais d'ailleurs j'ai des amis vignerons et je m'y retrouve dans leur... Bon, moi je suis moins tributaire de la météo qu'eux, j'ai ce qu'il faut pour lutter contre l'humidité, mais c'est vrai qu'il faut du temps pour préparer ces bois, comme eux, il leur faut du temps pour arriver à finaliser le produit, quoi. Donc on travaille un peu sur le même rythme, j'allais dire. Je voudrais quand même dire justement à tous ces musiciens qui nous regardent, à tous ces guitaristes, à tous ces amoureux de l'instrument, on ne peut pas comparer aujourd'hui un instrument fait dans un atelier de lutherie et un instrument acheté dans le commerce, même dans des grandes marques internationales. Bien sûr, oui. Mais aujourd'hui, une guitare, c'est fabriqué avec les mêmes process qu'une voiture. Et donc, la commande numérique a révolutionné totalement le travail du bois. Et aujourd'hui, sans aucune intervention manuelle, on peut faire une guitare extrêmement haut de gamme, au centième de millimètre, tout est robotisé, quoi. Donc on fabrique des quantités astronomiques de guitares. Il y a des compagnies qui font 200 000 guitares par an. Enfin, c'est incroyable. Elles sont plusieurs. Donc il y a de grosses quantités, ce qui fait que comme l'approvisionnement des bois n'est pas, évidemment, c'est un souci majeur. Donc on trouve maintenant des guitares dans des nouveaux bois ou il y a toutes sortes de mouvements comme les local wood, on essaye de travailler des bois indigènes. Mais
Une guitare artisanale, elle est faite à l'unité, donc ça change l'histoire en fait. C'est complètement, c'est pas du tout le même esprit, mais ça, ce qui est intéressant, c'est que finalement cette imperfection de la main apporte quelque chose en plus à la guitare. Le fait qu'elle soit pas robotisée, et cette petite nuance fait que c'est comme si, enfin, c'est peut-être un peu grandiloquent de dire qu'elle a une âme, mais c'est un peu ça quand même. Il y a quand même un feeling, quoi. Et puis, il y a le musicien, il y a son nom à l'intérieur. Je pense qu'il y a un rapport quand même affectif qui est aussi assez différent. C'est une guitare qui ne se remplace pas comme ça, finalement, si elle avait un accident ou quelque chose. Il y a un attachement, quoi, qui est plus fort. Et quand les gens me parlent de nos guitares, quelques même des fois 20 ans après, ils parlent toujours de ta guitare, c'est pas la leur. Nous avons un petit peu changé de décor, quitté l'atelier de Franck Cheval, toujours dans cette Drôme des collines qui lui permet de travailler et de créer ces si beaux instruments réputés dans le monde entier et surtout notamment auprès des artistes français et francophones, notamment pour Michael Jones, le fidèle complice de Jean-Jacques. C'est un musicien un peu, bon, Francis Cabrel est un peu comme ça, c'est pas vraiment des âmes de collectionneurs, c'est des âmes de musiciens. Donc comme lui a beaucoup travaillé en studio, il a une multitude de guitares pour une multitude de sons. Suite à une jumbo, une forme assez volumineuse que j'avais fait pour Francis, lui m'a demandé, avec ses particularités à lui, un manche fin d'esprit électrique, c'est plutôt sa culture à l'origine. Et donc la guitare était une jumbo à pan coupé, parce qu'il est chorus, en fait c'est un soliste. Et donc il lui fallait un accès dans les aigus, etc. Je lui ai fait cette guitare, et après pour des tournées Goldman, il y avait des intros irlandaises, donc je lui ai fait un bouzouki, je lui ai fait, il est aussi bassiste, comme c'est des musiciens de studio, il maquette. Donc on est parti sur c'est un fan des Beatles, donc je suis parti sur la base de Paul McCartney avec un schéma un peu plus gros, quoi, un peu plus large, agrandi. Voilà, des choses comme ça, et pas mal de réparations aussi, puisqu'il a ce qu'on appelle des vintage, des guitares un peu anciennes, et donc qui ont besoin d'être restaurées, entretenues. Donc voilà. Alors ça nous donne assez régulièrement l'occasion de se voir. Et une chanteuse canadienne, Diane Tell. Diane Tell, oui, qui a quand même quelques chansons notables et très connues, oui. Alors elle partage son temps évidemment entre le Canada et la France, où elle tourne beaucoup. Et donc je lui ai fait 5 guitares. C'est vraiment elle est passionnée de guitare, elle aime l'objet aussi. Mais c'est une très fine guitariste. Elle a ce qu'on appelle un groove, une sens elle est très précise rythmiquement. Elle a adapté des chansons de Boris Vian où je lui ai fait une guitare de jazz par exemple. Elle joue aussi sur nylon, elle joue sur corde d'acier. Enfin, elle a différentes sonorités. C'est une chanteuse quand même avant tout, donc c'est une guitare d'accompagnement on pourrait dire. Mais elle s'accompagne d'une façon très originale et c'est quelqu'un de passionnant. J'aime beaucoup. Un petit peu le fidèle des fidèles, parce que tu lui en as fait beaucoup, Francis. Oui. L'homme d'Astafor. Alors Francis, il est un peu comme Diane Tell, c'est-à-dire que lui, c'est pas des cadeaux ses commandes, parce qu'il me laisse libre. C'est-à-dire qu'il me dit, par exemple pour hors saison, il me dit, c'est parti, l'écriture est partie blues, fais-moi une guitare blues. Bon, alors débrouille-toi avec ça. Ou Diane Tell qui me demande, moi je suis petite, je voudrais une guitare avec des basses. Le problème c'est qu'il faut grossir la guitare pour avoir des basses. Donc voilà, alors après il faut cogiter pour essayer d'aller dans l'esprit, mais c'est une question de confiance. Après les gens, moi j'ai eu la même adolescence, j'allais dire presque la même enfance que Francis. On est de la même génération et donc on écoutait les mêmes artistes. Ce qui fait que quand on parle, ça nous fait des raccourcis de conversation en fait. On sait de quoi on parle. Si on écoute tel morceau,
Je connais l'artiste, je sais sur quoi il joue, et ça me donne quand même des idées précises sur l'idée qu'il a de ce qu'il attend, quoi, en tout cas. Des histoires connues, vécues et des rencontres exceptionnelles, j'imagine, qui resteront. Tu as fait une fois une guitare pour Johnny. Alors, comment est arrivée cette commande? Qu'est devenue cette guitare? Alors, ça a été une belle aventure. Oui. C'était pour ses 40 ans de carrière, il voulait une guitare noire. J'ai un peu moussé l'affaire en proposant des choses, quoi, puisqu'on avait cette technique de décoration. Il nous a donné des indications, il voulait son portrait son visage sur la tête de la guitare. Voilà, des petites choses comme ça. Les micros Shure, les fameux micros SH55 là, qu'on appelle tête de mort, là, qui sont grillagés, très connus, là, très typés des années 50. Donc on a fait ça en décor de touche. Et petit à petit, la guitare s'est montée. Et c'est une guitare qu'il a utilisée donc en premier sous la Tour Eiffel, là, pour ce méga concert gratuit. Là, il y avait des centaines de milliers de gens. Et donc c'était un joli baptême. Et puis il l'a utilisé 10 ans à peu près sur les tournées. Et un jour, il y avait un reportage de France Télévisions qui était sur l'atelier. Et donc les deux journalistes qui s'occupaient de ce documentaire ont emprunté la guitare. Et donc ça m'a permis de la revoir 10 ans plus tard, bien burinée, comme le patron. Et c'était assez émouvant de revoir ça, finalement, toutes ces micro-blessures, enfin, apportaient justement une belle... C'était émouvant parce que justement, elle avait servi, moi, c'était pas du tout... ça me faisait pas de peine de l'avoir un peu rayée et un peu, voilà, avec des petits coups par-ci par-là, quoi. Donc... une guitare qui avait vécu. Exactement, et donc elle avait plus de vie comme ça, en espérant qu'un jour personne ne la remettra à neuf, quoi, de garder cette mémoire de ces... Même, puisque finalement cette guitare, quand je l'ai rendue, j'avais carte blanche, si je puis dire, pour faire ce que je jugeais faire pour la remettre en état, entre guillemets. Et donc j'ai changé les frettes, puisque ça c'était la fonction première de quand même qu'elle soit bien jouée. Mais j'ai pas fait grand-chose en fait. Il y avait des angles de tête qui étaient cassés, ça c'était pas très joli, donc je les ai refaits. Mais c'est tout, quoi. J'ai fait le minimum en tout cas. J'hésitais même à changer le jeu de cordes. Mais bon, je suis pas allé jusque-là quand même. Outre, bien entendu, tout ce travail d'art, de métier très particulier, il y a l'enseignement du métier. Il y a les concours qui ont lieu. Tu dois présider, je pense, prochainement un concours de meilleur ouvrier de France à Issoudun. Issoudun, petite capitale de la guitare aujourd'hui en France, sur lequel il y a un festival. 2 mots sur Issoudun, sur ce qui se passe? Écoute, Issoudun, c'est à l'origine cette fameuse guitare que j'avais fait pour Marcel Dady, qui s'appelle Princesse, là, en 89. Et lui m'avait dit, il y a une petite réunion de guitaristes qui se fait à Issoudun, qui était juste un lieu géographique central, qui pénalisait personne au niveau du trajet. Et on a été très bien accueillis. Le maire s'appelle André Léniel et il est là-bas en poste depuis cette époque. Et il a œuvré, on pourrait dire, pour sa ville à travers la culture. Et donc on a des structures hallucinantes. C'est une ville qui doit être, je ne sais pas, mais qui a à peu près l'importance de Romans et qui a des structures incomparables, quoi. Alors on est très très bien accueillis. L'idée de le faire à Issoudun me paraissait être un bon retour des choses, on va dire, pour remercier aussi ces gens-là, parce qu'ils en ont été touchés. Pour clôturer un peu notre entretien, là, 40 ans après notre première rencontre, il y a un livre qui est en prévision quand même, que tu vas réaliser pour l'automne prochain, pour la fin de l'année. Oui, c'est ça, un livre qui me prend déjà depuis plusieurs années, je travaille dessus, avec les longueurs d'imprimerie, de commandes de papier. Ça sortira en septembre, entre la correction. Donc c'est un gros pavé là, qui va faire dans les 400 pages. Et j'ai une amitié avec un photographe qui s'appelle Maxime Ruiz, que j'ai rencontré avec Francis Cabrel. C'est lui qui s'occupe de clips, de pochettes de disques, enfin d'habillage, on pourrait dire, de son travail, depuis longtemps. Et donc notre amitié a débouché sur ce partage entre son talent de photographe et mes réflexions sur ce métier de luthier, d'artisan. Et
Ça va être un peu un résumé de... Ça va s'appeler Le chemin du luthier. Je voudrais revenir là-dessus d'ailleurs. Habiter chemin du luthier quand on est luthier, voilà. C'est quand même une réussite, c'est le summum. Ouais, ça me fait une belle adresse. Oui. Mais bon, ils avaient l'obligation de nommer les chemins. Alors voilà, ça a simplifié un peu les gens qui errent un peu dans les campagnes avant d'arriver à la maison. Et donc voilà, pour en revenir à ce livre, c'est un peu entre cette recherche du bois, cette recherche des modèles, justement. Alors, il y aura beaucoup de photos, enfin, quelques aspects techniques, mais pas trop, mais pour que tout le monde en prenne un peu entre l'amateur de guitare, le bel objet, et puis évidemment le luthier en herbe qui pourra y trouver quelques infos, quoi. Je pense qu'il faut être un peu guitariste avant d'être luthier quand même. Ça semble difficile de ne pas pouvoir essayer les instruments que l'on fait. Donc, a-t-on suscité quelques vocations ? Ça serait formidable en tous les cas. De luthier, probablement plus difficilement. De musiciens, ça j'en suis à peu près sûr. Et de guitaristes, encore plus facilement. Merci Franck de nous avoir reçus dans ton antre de la guitare, dans un palais de la guitare carrément, si on peut dire. Facteur de guitare, ah exactement. Donc vraiment les traditions de la Drôme des Collines est maintenue. À très bientôt et au plaisir de vous rencontrer sur un nouveau reportage.